À l'occasion de la sortie de l'ouvrage collectif Colonisation, notre histoire, ouvrage collectif signé par plus de 250 chercheuses et chercheurs issus du monde entier et dirigé par Pierre Singaravelou, la librairie Ombre Blanche organisait 3 moments de rencontres et de discussions autour de cet ouvrage. Nous allons écouter le deuxième moment, intitulé Littérature et mémoire de la colonisation, l'occasion pour Patrick Deville, l'auteur, de venir présenter son dernier ouvrage Samsara, paru aux éditions de Seuil, puis de discuter avec Pierre Singaravelou et Guillaume Blanc. Bonne écoute. Je crois que c'est un luxe. On va commencer presque à l'heure avec 3 petites minutes de retard. Merci à ceux qui sont restés après cette présentation depuis 17 heures de Colonisation de notre histoire. Merci à ceux qui sont venus particulièrement pour Patrick Deville. Ceux qui n'ont pas pu assister à 17 heures à la présentation par Pierre Singaravelou et Guillaume Blanc, donc peuvent venir demain à 11h pour une deuxième partie. Voilà, donc si Colonisation de notre histoire concerne la France et son empire africain, asiatique et pacifique, il faut rappeler la présence d'autres, ça a été dit d'ailleurs pendant la rencontre tout à l'heure, la présence d'autres nations européennes dans cette prédation coloniale dite civilisatrice. La Grande-Bretagne, alors je ne sais pas si c'est l'Angleterre ou la Grande-Bretagne finalement, je me suis posé la question en écrivant ça tout à l'heure, voilà, fit une concurrence différente à l'emprise française, mais sa présence particulière en Asie constitue une histoire qu'il fallait pouvoir évoquer aujourd'hui, à côté de notre histoire de la République française. Donc il m'avait semblé aussi qu'une écriture de l'histoire autre que celle des historiens pouvait orienter nos regards et ceux des chercheurs qui sont venus cet après-midi en ambassade pour cette somme qu'on pourrait dire quand même scientifique. Donc Patrick Deville me paraissait être un des, peut-être si ce n'est le mieux placé pour ce dialogue entre littérature et histoire. Patrick tout à l'heure me disait que c'est une chose qu'il a pu déjà, ce type de dialogue, fréquenter, notamment avec Patrick Boucheron, mais on va dire dans un aspect plus général et non pas à l'occasion ou autour d'un de ses livres. Voilà, donc Patrick Deville, alors tu me pardonneras, c'est le mot qui m'est venu, dissertateur inventif, marqué roman à chaque fois sur tes livres, donc romancier de l'histoire traversée par la colonisation, par l'occidentalisation du monde, à travers des récits de vie, des épopées, des aventures non imaginaires ou parfois imaginaires, de voyages effectués, donc des voyages aussi effectués par lui-même, par d'autres, beaucoup, des héros politiques, des révolutions, des inventions, des découvertes. Voilà, Patrick Deville constitue une somme dont Samsara est le 9e maillon. Voilà, Abracadabra, projet romanesque conçu le 21 février 1997, projet de 12 romans dans 12 lieux, donc 9e étape. Tu es venu pour, je crois, pratiquement chacune de ces étapes. Oui, je suis venu depuis le début d'Abracadabra, donc c'est la 9e fois. Voilà, et donc cette 9e étape, elle est particulière. D'abord, peut-être, c'est un peu bateau, mais comme quand même Samsara signifie quelque chose de on va dire d'ordre en partie spirituel. Le titre ? Oui, alors au début, je ne voulais pas vendre de peau d'ours. J'ai donc commencé ce projet il y a maintenant un peu plus de 25 ans. Ce projet donc de 12 romans sans fiction effectuant 2 tours du monde, un de l'ouest vers l'est, un demi-tour en France et un deuxième tour du monde de l'est vers l'ouest, le français étant le 6e au cœur du projet. Et même si au départ je n'ai pas parlé de ce projet parce qu'on ne m'aurait pas cru, enfin voilà, plus de 25 ans maintenant que je travaille dessus, il en reste 3 à écrire, ça fait à peu près une dizaine d'années. Mais au moins pour montrer un peu, et ça n'est pas très difficile, tous les titres se terminent en A. Mais c'est très facile de trouver des titres en A partout autour du monde. Et pour l'indien, j'ai donc choisi ce mot de samsara qui, dans plusieurs religions
asiatiques, enfin en tout cas l'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme, etc., avec des variantes. Et cette croyance en la transmigration des âmes, en les vies successives, etc. Et comme j'avais choisi pour ce livre 2 personnages aux vies, enfin comme à chaque fois, extrêmement rocambolesques, c'est-à-dire romanesques, puisque ce sont des romans que j'écris, même si ce sont des romans sans fiction, il n'y a aucune fiction. Mais ces 2 personnages, donc Mohandas Gandhi et Pandurang, appelons-le Kankoje, on peut prononcer ça de manière très différente suivant les régions. Mais tu donnes la prononciation dans ton livre. Oui, mais suivant les régions même de l'Inde, je me suis aperçu qu'on le prononce différemment parce qu'en fait, ça s'écrit K-H-A-N. Donc sa fille, que j'ai retrouvée à New Delhi, mais qui, elle, est née mexicaine, le prononce avec la rota espagnole, Jan Roye. Mais donc, on peut le prononcer, enfin, d'autres Indiens le prononcent différemment, puisque nous, on dit Gengis Khan, on ne dit pas Gengis Khan, voilà. Donc, on peut le prononcer ainsi. Mais donc, ces 2 personnes ont eu des vies à ce point rocambolesques qu'on pourrait même imaginer qu'ils en ont eu plusieurs au cours de leur seule existence, voilà. Alors, je vais lire un tout petit extrait pour une question qui sera plutôt d'ordre géographique. Suivre les traces de Pandurang. Alors, comme on est dans les photos de l'Espagne, je veux dire, je vais faire la route. Alors, Jan Roger, c'est ça bon. À partir de 1915, dans le récit de Savitri Sonnet, les combats du Gadar dans les livres des historiens étaient pour moi lire un roman d'aventure dont je devais imaginer les paysages. Plus tard, j'avais relevé sur des cartes les déplacements incessants, trouvé dans les livres de géographie et sur Internet des images de ces régions du sud de l'Iran où je n'étais jamais allé, de ces hauts plateaux arides et des vallées verdoyantes, les ocres, les mauves et les rouges du couchant et le chant des rivières au printemps, sous le ciel très bleu de la Perse, la topographie de ces villages que, me déplacerai-je, je ne verrai d'ailleurs jamais, tels qu'ils furent avant que ne leur parvint l'électricité, des villages de torchides avant les routes bitumées, d'avant l'automobile et le camion, des villages d'un siècle plus tôt que les hommes de Jan Roger atteignaient fourbus après des jours de marche au pas lent des chameaux, ou bien à l'amble lorsque le danger menaçait. Alors, on ne sait pas finalement dans tes livres si on choisit d'abord l'histoire ou la géographie. En tout cas, la question du territoire et la question du voyage, de la marche, de l'appréhension des lieux, de leur matérialité est une chose très importante. Donc, avant de passer la parole aux historiens, peut-être t'engager sur cette géographie qui, de toute façon, ne peut pas être cette géographie qui ne peut pas s'entendre sans histoire de la même façon que l'histoire ne peut pas s'entendre sans cette géographie. Oui, parce que ce qui dans mon cas, est premier, ce qui prévaut, c'est la géographie. J'ai choisi, il y a un peu plus de 25 ans, les 12 lieux sur la planète. Donc, c'est après avoir choisi ces 12 lieux que je cherche. Donc, tous ces livres sans fiction commencent en 1860 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, la décision première était d'écrire un livre indien de 1860 à aujourd'hui, et c'est dans un deuxième temps que, séjournant, puisque ce sont des séjours multiples sur les lieux, des déplacements, des rencontres, des entretiens, des lectures, que je finis par trouver le sujet et que je choisis les histoires que je vais écrire. Là, c'est un peu particulier parce que, bon, ces livres peuvent être lus indépendamment les uns des autres, peuvent être lus dans le désordre, etc. Néanmoins, il s'agit dans mon esprit d'un seul livre en 12 chapitres. Samsara en est le 9e. Et donc, même si ces livres peuvent être lus indépendamment, ça n'est pas du tout la même chose lorsque le livre sera terminé, enfin, ou pour certains d'entre vous, de les lire dans l'ordre, parce que beaucoup d'événements et de personnages reviennent. Et ce personnage, Ranroye, je l'ai découvert, moi, au Mexique, lorsque j'écrivais Viva. Viva a paru en 14, et donc j'écrivais un siècle et demi de l'histoire du Mexique, et particulièrement, enfin les 2 personnages en parallèle que j'avais choisis étaient l'écrivain britannique Malcolm Lowry, l'auteur de Angels of Volcano, et Lev Davidovich Bronstein, dit Trotsky, puisqu'il est dans le roman. Enfin, voilà, mais à partir de ces 2 personnages, je reprenais un siècle et demi de l'histoire du Mexique, et je racontais l'histoire de la petite bande
de Diego Rivera, Frida Kahlo et Tina Modotti. Et il se trouve que cet Indien a passé en fait la majeure partie de sa vie en exil au Mexique et qu'il était très proche qu'il apparaît sur des fresques, des murales de Diego Rivera à l'école, à la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo et à Cuernavaca. Et donc, quand on voit ce type peint par Rivera sur les murs, évidemment, et moi-même à l'époque, on pense que c'est un indio, comme on dit au Mexique, et pas un hindou, parce qu'il est pas de taille moyenne, la peau assez brune. Et en fait, on pense que on doit penser que c'est un Indien zapotèque ou aztèque, mais c'est en fait un des indios de Traven que tu cites aussi. Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est un hindou, et donc dans la deuxième partie de sa vie, après avoir été un révolutionnaire professionnel un peu partout, et avoir fait des tours du monde, il a une deuxième vie au Mexique où il devient un ingénieur agronome très reconnu, de nationalité mexicaine. Et là, il devient Alexandre Yersin de Peste et Choléra. C'est-à-dire qu'il fait des recherches, des découvertes en agronomie. Et toutes ces découvertes sont photographiées par Tina Modotti, également de la petite bande de Diego Rivera, et Frida Kahlo. Voilà, donc c'est ce lien. Donc il y a une partie du livre qui est également mexicaine. Alors nos amis historiens viennent de s'asseoir, on va les convoquer au dialogue avec toi, mais peut-être pour juste encore un petit détour par la géographie, ils ont le droit de s'exprimer sur les géographies, après tout ils en ont fait eux aussi. Tu écris, c'est toujours la littérature qui offre la meilleure vision des paysages, ça c'est en évoquant Pierre Loti, d'ailleurs, que tu écris cette phrase. Et bon, et moi, quand je pense à géographie, je pense à cette invention de Yves Lacoste. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. C'est terrible. Et on voit bien finalement que ta vision à toi de la géographie est quand même nettement plus pacifique et puis peut-être plus productive. Alors, je ne sais pas déjà vous ce recours à la géographie, ce que vous en dites. Alors sur le recours. Pour la géographie, est-ce que ça marche? Oui. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture de Samsara, c'est la manière dont Patrick Deville développe, sans en avoir l'air, en fait, une analyse multiscalaire, pour parler comme les géographes. C'est-à-dire une analyse à différentes échelles. Et c'est très subtilement amené, mais dès quasiment la première page, où en fait, il convoque, pour reprendre le verbe que vous utilisiez à l'instant, il convoque un satellite pour nous donner une vision quasi omnisciente du phénomène qu'il étudie. Alors là, en l'occurrence, c'est variable. Ça peut être un petit crabe sur l'estran, ça peut être des carcasses sur un bateau au milieu de l'océan. Enfin bon. Ou une scène mêlant des humains. Donc là, on a une vision un petit peu, disons, objective de la scène qu'il décrit. Et puis ensuite, il va utiliser à différentes échelles pour nous décrire les phénomènes dont il parle. Une vision par le bas, au ras du sol, qui est celle de son enquête, au fond, en Inde, où on le suit cheminer. Alors cheminer, pas tant que ça, parce qu'en fait, il est bloqué dans sa chambre d'hôtel, puisqu'on est en plein Covid-19. Et donc ça, il y a déjà là quelque chose d'assez formidable, qui est ce roman sur la circulation, on va y revenir sans doute, qui est écrit dans la plus parfaite immobilité par son auteur. Enfin, alors pas parfaite, parce que... Non, mais c'est juste un moment, cette quarantaine. Il y a un grand tour de l'Inde, un tour complet de l'Inde. Et alors sur les échelles, il y a aussi évidemment l'échelle de la grande histoire de l'Inde que vous évoquez également. Donc on voit bien plusieurs échelles d'analyse. Mais peut-être que moi je reviendrai sur alors en historien cette fois, sur et c'est pour ça que je vous remercie Christian de nous avoir invités tous ensemble pour discuter, parce qu'à la lecture de Samsara, je trouve que c'est très troublant. Et j'aimerais aussi entendre Patrick Deville là-dessus. C'est très troublant de lire ce livre qui est un roman, mais de le lire aussi en livre d'histoire. C'est-à-dire un livre d'histoire qui nous démontre encore une fois que bien souvent l'histoire surpasse la fiction. Alors est-ce que c'est pour ça que il s'intéresse tant à l'histoire, et là en l'occurrence à l'histoire mondiale?
C'est là que vous voyez un lien direct avec ce dont on vient de parler avec Guillaume à l'instant. Une histoire mondiale qui, là aussi, l'air de rien, parce que c'est ça qui me plaît beaucoup dans la démarche de Patrick Deville, c'est de ne pas d'évoquer toute une série de questions qui pour nous seraient des questions méthodologiques, épistémologiques, politiques, de manière extrêmement subtile, discrète, en faisant passer à chaque fois le message de manière extrêmement efficace. Et donc il nous propose en fait une histoire mondiale de l'Inde. Alors évidemment pas une histoire exhaustive, mais un essai d'histoire mondiale de l'Inde, et pas à n'importe quel moment, au moment où l'Inde se rétrécit sur un récit national, au moment où l'Inde est dirigée alors, depuis plusieurs années par un gouvernement nationaliste hindou, alors hindouiste, hein, pas seulement hindou, mais hindouiste, c'est-à-dire fondamentaliste, extrémiste hindou, celui de Modi qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, et donc une Inde qui en fait se focalise à nouveau sur son roman national, avec ses héros qui sont évoqués par Patrick Deville rapidement, mais avec aussi alors une figure qui est discutée, critiquée aujourd'hui en Inde, qui est Mohandas Gandhi, le Mahatma Gandhi, mais qui au fond n'est pas le véritable héros de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il est présent, hein, naturellement, mais vraiment le personnage central, c'est ce Pandurang, autour duquel gravite toute une galaxie. Alors je disais histoire mondiale parce que c'est une manière d'aborder l'Inde par la bande, par l'extérieur. On parlait du Mexique, on parlait de San Francisco. Voilà, c'est montrer comment l'Inde, comme tous les pays du monde quasiment, s'est construite dans un dialogue avec l'extérieur, avec le reste du monde, et a été construite par des patriotes expatriés, comme on les appelle, c'est-à-dire des Gandhi, des Pandurang, des pères de la nation qui en fait se sont forgés à l'extérieur. On oublie que Gandhi en fait a vécu quasiment toute sa vie d'adulte, 20 ans, en Angleterre et en Afrique du Sud, avant de découvrir l'Inde, que quand Gandhi débarque à 40 ans et quelques en Inde, il ne connaît pas ce pays. Et c'est pour ça qu'il va marcher, il va le traverser. Voilà. Mais donc cette approche mondiale et connectée a été... Oui, alors, moi, je ne suis ni géographe ni historien, pour revenir à la géographie. Il s'agit de littérature. Par contre, sans fiction, il n'y a absolument aucune fiction, que ce soit pour la géographie ou l'histoire. Mais ce qui m'intéresse dans cette entreprise, voilà, dans ce projet de double tour du monde, c'est en effet une histoire, alors beaucoup plus brève que ce que vous faites dans Colonisation, puisque ces livres commencent en 1860 jusqu'à aujourd'hui. Alors il se trouve qu'en Inde, mais il se trouve que cette année 1860, évidemment, je la connais mieux que des années que j'ai vécues. Depuis 25 ans, je travaille sur cette année, dont il se trouve que en Inde, c'est le moment où le Raj britannique remet complètement la main après la révolte des Sipahs, ou première guerre d'indépendance. Et c'est le moment où la colonisation d'économique devient politique, puisqu'avant, c'est la company, c'est une compagnie, c'est l'équivalent de la Compagnie française des Indes, la British India Company qui gère, et après cette révolte, c'est la couronne qui prend la main sur l'Inde, avec une colonisation très particulière, mais toutes les colonisations sont différentes. Mais sur la géographie, ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'intéresse beaucoup, il s'agit d'un point de vue français, mais votre livre aussi d'ailleurs, le S au départ m'a trompé. Il s'agit voilà, votre livre, il en faudrait 5 ou 6 tomes. Quoi. Et d'ailleurs, c'est évident, puisque tout à l'heure, en le présentant, vous commenciez à parler de décolonisation de la Chine. Voilà. Et donc, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est un point de vue français, ça ne vient pas, mais comme vous le faites. C'est-à-dire, contrairement, alors là, pour arrêter la géographie, pour parler de l'histoire, enfin, cette phrase de Fénelon, le bon historien devrait être d'aucun lieu ni d'aucun siècle, c'est évidemment totalement impossible. Nous parlons toujours d'où nous sommes. Et donc, en littérature, évidemment, il est plus facile de l'assumer, puisqu'il ne s'agit pas d'un travail scientifique. Il s'agit du frôlement, de la confrontation entre une objectivité, puisque tous les événements, les dates, les lieux sont vérifiables et que je ne décris pas de lieux que je n'ai pas vus, ou alors je le dis, comme le Baloutchistan,
Mais c'est un point de vue subjectif, c'est-à-dire avec l'âge que j'ai, la nationalité que j'ai, la langue dans laquelle j'écris. Et ce qui m'intéresse beaucoup s'agissant de la géographie, c'est cet obstacle épistémologique que constitue la projection Mercator du monde, qui me fascine. Parce que quoi que nous fassions, cette image de l'enfance de la projection Mercator, c'est-à-dire de notre planisphère, nous ne pouvons pas nous en défaire. Et j'avais fait une longue tournée en Chine dans des universités et on m'avait demandé ce que je voulais en rétroprojection, etc. Bon, moi, je m'en fous, enfin, j'ai pas besoin de documents, mais je voyais bien, dès le début de la tournée à Pékin, que si je disais je ne veux pas de rétroprojecteur, on allait me prendre pour un poète local sans intérêt, et que pour donner un peu de crédit à la littérature, il fallait au moins que je projette quelque chose. Alors j'ai demandé à ce qu'on mette sur une clé USB le planisphère Mercator, le nôtre, et le planisphère chinois. Et en effet, là, ces deux tours du monde que je peux, moi, montrer sur notre planisphère, ça devient quelque chose de complètement farfelu, de plus du tout circulaire, si on essaie de le placer sur cette représentation à plat du monde qui est celle des Chinois, qui eux-mêmes se revendiquent l'empire du milieu. Donc évidemment, sur leur planisphère, la Chine est en plein milieu. Et cet obstacle, on ne peut pas s'en défaire. Mais à tel point, c'est extrêmement riche il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire dans le précédent, le Polynésien fénois, je mentionnais la déportation de cet enfant qu'on a appelé l'enfant merveilleux, qui était donc à Hanoï. Des gens commençaient à penser qu'un enfant avait des dons extraordinaires, donc les autorités coloniales françaises étaient un peu emmerdées par cet enfant. On n'avait pas du tout envie de le mettre en prison, machin, etc. Mais enfin, ça pouvait créer des troubles à l'ordre public, comme on dit. Et donc on avait décidé, non pas de l'incarcérer, mais au contraire, comme il était extrêmement brillant et intelligent, de l'envoyer à Alger, au lycée à Alger, où il avait fait de brillantes études en sciences et en gymnastique, en mathématiques, etc. Et puis finalement, il était rentré en Indochine, donc ce qui n'était pas encore le Vietnam. Et puis là, autour de lui, à nouveau, une ferveur populaire s'était développée. Et on s'était dit, mais c'est pas possible. Alors cette fois, on va l'exiler encore bien plus loin. Et finalement, on l'a exilé à Tahiti, à Papeete. Et c'est-à-dire ce qui semblait pour l'autorité coloniale, vous voyez à quel point c'est fort, parce qu'en fait, en étant exilé à Tahiti, en Polynésie française, il était beaucoup plus proche du Vietnam que lorsqu'il était à Alger, mais ça me paraissait beaucoup plus loin. Mais de la même façon, il y a cette espèce de... C'est-à-dire quand on est passé de ce que les Vietnamiens, après la première guerre d'indépendance, c'était ce que nous appelons la guerre d'Indochine, à la deuxième, que nous appelons la guerre du Vietnam, même si, évidemment, rationnellement, nous le savions bien, mais comme le corps expéditionnaire français partait, lui, vers l'Indochine, combattre à partir du port de Marseille, on avait l'impression que les B-52 américains survolaient Marseille, quoi. Alors qu'évidemment, pour eux, la guerre du Vietnam, c'était de l'autre côté de la flaque et qu'ils étaient absolument en face du Vietnam. Donc c'est cela aussi qui me passionne dans cette géographie mondiale et globale et dans ces histoires que je rassemble. Oui, moi, pour poursuivre, j'ai pas lu les 9 tomes, mais j'en ai lu quand même quelques-uns. Et non, moi, ce que je trouve assez fantastique dans la manière dont vous nous racontez ces histoires, c'est que je veux dire qu'en fait, pour moi, l'historien idéal, ça serait un peu une fusion de vous et d'un historien. Au sens où vous citez Fénelon. Moi, une autre citation que j'aime beaucoup, c'est de... et vous voyez, je dis que j'aime beaucoup, je vais l'oublier. Or, Combat pour l'histoire, Marc Bloch, et celui... Voilà, ouais, il est tard. Et c'est Lucien Febvre qui lui aussi donne sa définition du bon historien. Il fait une conférence devant tous les normaliens de la rue d'Ulm, où il leur dit, si vous voulez faire de l'histoire et être un bon historien, sortez des bibliothèques, retroussez vos manches et aidez les matelots à la manœuvre. Et il convoque d'autres historiens, comme un qui s'appelle Henri-Irénée Maroux, et qui dit que le bon historien, c'est celui qui saura mettre son esprit en vacances et regarder le monde à travers les yeux des autres. Et je trouve que c'est ce qu'on retrouve, alors moi, c'est ce que j'avais vu dans Viva, surtout,
Mais je trouve que c'est ce qu'on retrouve dans ce qu'écrit justement Patrick Deville, cette manière de regarder le monde, mais à travers les yeux des autres. Et là, en fait, on fait de la géographie. Moi, la géographie, j'avoue que j'aurais préféré, je pense, en fait, être géographe. Mais j'aurais jamais été accepté parce qu'à chaque fois, j'aurais dit qu'il fallait faire de l'histoire aussi. Mais parce que la géographie, là, la très belle phrase que vous avez citée sur le paysage, moi, je travaille personnellement sur le paysage. Moi, je travaille sur les parcs nationaux d'Afrique. J'ai juste eu le malheur de répondre oui à un mail il y a 3 ans de Pierre Singaravelou, quand il m'a dit « Est-ce que tu veux faire ce bouquin Colonisation ?» Mais plus sérieusement, moi, je travaille sur le paysage. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve, je trouve, dans vos romans. Et là aussi, le paysage, ça n'existe pas. Le paysage, c'est espace plus regard égale paysage. C'est-à-dire que le paysage n'existe qu'à travers la seule lecture qu'on en fait. Nous tous, on verra un paysage différent devant le même espace. Si nous trois, nous étions devant la mer, on aurait une vision bien différente. Moi, la mer, l'océan, est quelque chose qui me déprime profondément. Juste parce que mes grands-parents ne passaient pas des vacances fun quand j'étais petit, ils m'emmenaient à la mer et ça me déprimait. Par contre, quand j'allais à la montagne, c'était chez d'autres grands-parents, ce qui fait que j'aime la montagne. Et bien là, quand on voit les paysages frère Gandhi, ou comme on le voyait avec Trotsky, enfin Lev Davidovitch Bronstein, et ben c'est là où en fait on a tous les paysages auxquels vous réussissez à redonner vie. Et c'est là où moi je trouve que c'est génial, parce que non seulement on a de l'histoire, non seulement on a de la géographie, mais après vous avez, si j'étais malhonnête, je dirais, vous pouvez écrire de la manière dont nous ne pourrons pas nous permettre d'écrire, mais en vrai, vous pouvez écrire de la manière dont nous ne savons pas écrire, c'est-à-dire que vous ne faites pas de fiction, mais la manière d'emmener le lecteur dans ces paysages indiens ou vietnamiens ou tahitiens, ça, et là on s'évade, et là on comprend mieux, et en plus, voilà, c'est... Donc voilà, de l'histoire et de la géographie, mais c'est vrai qu'on le retrouve, je trouve, en permanence. Oui, mais là, il n'y a pas de question. Non, ce que peut évidemment, mais justement, c'est un peu ces dialogues. Enfin, les seuls dialogues en public avec un historien que j'ai eu, c'est effectivement avec Boucheron. Mais il s'agissait de justement ce que peut la littérature, ce que peut l'histoire, cette espèce de frontière, parce que l'histoire, c'est du langage. On peut bien mettre des graphiques, des camemberts, etc., mais c'est tout de même principalement du langage. Et donc, il y a des moments où cela frôle la littérature. En même temps, ça n'est pas de la littérature. Ça ne doit pas être de la littérature. Et en même temps, voilà, son Machiavel est pas loin d'être de la littérature, mais demeure complètement de l'histoire. Et ce rapport... Enfin, parce que dans la création littéraire, comme là c'est plus proche de la musique ou de la peinture, c'est le livre qui commande. C'est pas, alors que dans un livre d'histoire, normalement c'est l'historien qui commande, c'est pas le livre. Dans la littérature, même si c'est sans fiction, c'est le livre qui commande. Parfois j'ai envie de mettre quelque chose dans le livre et le livre le recrache, parce que c'est lui qui commande. C'est peut-être ça aussi la différence majeure, je crois. Je vais rappeler la phrase très belle que disait Guillaume, c'est toujours la littérature qui offre la meilleure vision des paysages. Bon, donc dans ces paysages, il y a des habitants, ce sont des personnages. Il y a beaucoup de personnages secondaires, qui sont des personnages ayant existé, tu en cites beaucoup, et puis il y a 2 personnages principaux, tu en as parlé, finalement il n'y en a pas 2, il y en a 3, parce que le 3e, c'est le narrateur, c'est toi, et donc, je vais dire, là encore une fois, un tout petit extrait qui va nous amener à évoquer cette chose qui a été évoquée juste avant cette rencontre de maintenant, qui est la mondialisation. Voilà, tu écris c'est une suite de courts chapitres. Hein, celui-ci s'intitule 100% coton. Cette retraite solitaire, Pierre y faisait allusion. Tu as beaucoup voyagé à l'Inde, tu as fait le tour, mais il y a ce moment de retraite solitaire, donc à l'hôtel. Cette retraite solitaire était propice à une extrême attention aux détails infimes. Ainsi, ce peignoir blanc à liseré doré que je portais assis au bureau était-il de pur coton, qu'on pouvait supposer indien, ce coton qui, aussi bien qu'en d'autres contrées le café, le cacao et plus tard le caoutchouc, avait entraîné la colonisation de l'Inde, ce coton dont notre maître Hérodote avait découvert que, entre guillemets, les Indiens ont une sorte de plante qui produit,
au lieu de fruits, de la laine plus belle et plus douce que celle des moutons, ils en font leurs vêtements. Voilà, et voilà quelque chose qui ouvre à cette notion de mondialisation. Et encore là, c'est déjà Hérodote, mais c'est aussi Gandhi qui porte ce même coton blanc, bon, on connaît. Mais là encore, c'est une manière extrêmement discrète et subtile de Patrick Deville de nous parler des mondes d'avant que nous évoquions à l'instant, c'est-à-dire de ce moment, ce 17e, 18e siècle, cette Inde moghole, mais pas seulement moghole, parce qu'en fait, je crois qu'à un moment, vous évoquez les États princiers. On considère que l'Inde était colonisée par les Britanniques et on oublie qu'en fait, 2/5 du territoire était occupé par des États princiers avec des Maharajas, 562 États princiers avec des Maharajas, des sultanes, des nizams, Hyderabad, etc., qui continuent à contrôler leur territoire alors que la colonisation britannique s'étend jusqu'à la décolonisation. Et là, avec le coton, vous nous rappelez évidemment cette histoire de l'économie prospère de l'Inde jusqu'à la fin du XVIIIe, jusqu'à ce que les Britanniques désindustrialisent l'Inde pour vendre évidemment leurs produits manufacturés à Manchester et ailleurs. Et donc, voilà, c'est en fait ce qui est aussi la puissance de la littérature, c'est aussi la manière dont, en 2 lignes, vous résumez, au fond, la Première Guerre mondiale, le rôle central du coton, etc. Mais j'aimerais revenir quand même sur la question de l'objectivité que vous évoquiez auparavant. Et vous aviez l'air de considérer qu'il y a là un rapport spécifique des écrivains, des romanciers à l'objectivité et à la subjectivité. Moi, ça me fait penser en fait à la citation fameuse citation de Jules Michelet, immense historien du 19e siècle, qui dans son journal, je crois que c'est en 1846, il écrit « De quoi l'histoire est-elle faite sinon de moi ?» De quoi l'histoire est-elle faite sinon de moi? Et donc évidemment, ça rappelle ce que vous disiez à l'instant sur la subjectivité. Mais en fait, pour Michelet, c'est le contraire de la subjectivité. Et c'est, je crois, exactement le cas pour vous. C'est-à-dire qu'il atteint comme vous il vise comme vous une forme d'objectivité qui est celle de la réflexivité. Et là, je m'explique, je pense vraiment qu'il y a une parenté entre votre approche et celle des historiens, dans la mesure où Michelet, lorsqu'il dit « de quoi l'histoire est-elle faite sinon de moi », un peu comme vous, eh bien, il dit l'histoire, l'écriture de l'histoire résulte de la question que pose chaque écrivain ou chaque historien à ce passé. Et c'est pour ça que chaque histoire est écrite différemment, chaque historien, chaque romancier définit son sujet différemment, sa périodisation, les sources qu'il va utiliser. Et au fond, ce que je retrouve en vous lisant, c'est cette réflexivité, c'est-à-dire que vous donnez à voir parfois même, Patrick Deville, davantage que les historiennes et les historiens, les coulisses de votre enquête. Et c'est là où il y a une forme d'honnêteté qui est, je veux dire, quand je dis d'honnêteté au sens scientifique du terme, et de transparence aussi dans une certaine mesure. Lorsque vous décrivez votre enquête en Inde, les personnes que vous rencontrez, telle historienne, la petite fille de Pandurang, tel diplomate qui vous donne telle information, etc. Évidemment, nous ne pouvons pas ignorer le fait que vous n'êtes pas totalement transparent, c'est impossible. Mais en revanche, cette petite cuisine du romancier, qui est la même chez l'historien, la petite cuisine de l'historien, auquel vous nous donnez accès, c'est-à-dire au fond les conditions de production de l'œuvre, pour parler comme Pierre Bourdieu, eh bien, je crois qu'il y a là, en fait, un élément de réflexivité que nous ne retrouvons pas toujours chez les historiens et les historiens, mais qui, pour moi, et pour nous, est indispensable. Et c'est là, je crois, qu'il y a un croisement possible entre les deux, enfin, votre approche et celle des chercheurs. Mais alors, c'est intéressant que vous prononciez le premier, le nom de Jules Michelet, parce que lorsque j'ai reçu votre livre, mais assez récemment, donc j'ai lu in extenso La Table, et puis je suis allé, je suis allé picorer quelques chapitres. Mais sur l'objet en lui-même, bon, alors il se trouve que pour d'autres raisons, j'ai une admiration folle pour les historiens positivistes du 19e, mais surtout pour leur maniement absolument magnifique de la langue française, parce que tout cela, c'est de la langue. Et que ces historiens, je peux réciter des phrases d'Edgar Quinet, voilà, on fera ça au dîner si vous voulez. Mais je pensais, en voyant votre livre,
aux 17 volumes de l'histoire de France de Jules Michelet. Et je me faisais cette remarque. Alors je sais bien qu'il faut que vous en vendiez tout de suite. C'est le principe. Et puis nous avons le même éditeur qui attend que vous en vendiez beaucoup. Mais la remarque que je me faisais, c'est qu'en fait, ce livre pouvait être aussi une capsule temporelle qui nous renseignerait, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous lisons l'histoire de France de Jules Michelet, elle est devenue une œuvre littéraire, puisqu'elle est obsolète du point de vue historique, et elle est devenue une œuvre littéraire. Et paradoxalement, pour en revenir à ses rapports avec la littérature, on en apprend vraisemblablement plus sur la société française de la première moitié ou du milieu du XIXe siècle à la lecture de la Comédie humaine de Balzac qu'à celle de Michelet aujourd'hui. Et votre livre, en tant que capsule temporelle, c'est intéressant d'imaginer, c'est-à-dire que dans 2-3 siècles, et puis d'ici là, peut-être qu'il sera passé en poche, on vous le souhaite, il sera une image, il sera devenu un objet lui-même d'étude historique, et il montrera comment un groupe d'historiens français, dans leur grande majorité, voyait la France dans les années 20 du XXIe siècle. Et qu'il renseignera, il deviendra lui-même, puisqu'on n'atteint jamais à une... C'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une histoire de l'histoire, qui est peut-être encore plus intéressante que l'histoire elle-même, parce qu'après tout, les faits, nous les savons, nous devrions. Toute ignorance est coupable. Ça c'est très important. C'est-à-dire que nous devrions déjà savoir de toute façon tout ce que vous écrivez. Et ensuite, l'intérêt de faire de l'histoire, c'est cette mise en perspective, cette lecture que vous faites des faits que tout Français devrait connaître, puisqu'il s'agit là d'histoire de France. Mais justement, ça, c'est une activité à laquelle je me prête, malheureusement, dans le peu de langue que je sais. Mais c'est d'aller acheter, lorsque j'arrive quelque part, les manuels scolaires locaux. Parce qu'après tout, ce que vous écrivez est à nouveau un roman national. Peut-être que vous le prenez mal. Il devient... Mais c'est la France, hein, excusez-moi, c'est la France. Ensuite, vous avez parlé de la Chine, etc. Mais il y a très peu de références aux autres colonisations. Là, c'est tout de même c'est une réécriture progressive dans l'histoire du roman national. Vous produisez un nouveau roman national, celui de 2023. Quoi. Je vois bien ce que vous voulez dire, et vous avez raison de dire que l'histoire est d'abord de l'historiographie. La différence, si vous voulez, entre une histoire au premier degré, je ne sais pas, comme une histoire à la Alain Decaux raconte, qui vous raconterait au fond l'histoire telle qu'elle a eu lieu, et puis une histoire réflexive, c'est que l'histoire réflexive, comme par exemple l'histoire mondiale de la France, ou cet ouvrage Colonisation, eh bien, s'attache d'abord à étudier la manière dont on a chaque présent à raconter le passé. Donc c'est en cela qu'il y a une différence tout de même de nature entre ces deux récits, et donc ça ne peut pas être considéré comme un roman national au premier degré. Je sais bien que ça allait vous heurter. Non, mais c'est pas que ça me heurte, mais si vous voulez, c'est qu'on tombe à ce moment-là dans une forme de relativisme. On est un peu à front renversé, c'est-à-dire que quand on essaie de vous ramener vers l'histoire, vous nous ramenez vers la littérature, et nous sommes flattés. Mais je pense qu'on ne peut pas mettre toutes les histoires et toutes les historiographies dans le même sac, comme cela, vous voyez ? Non, mais d'un autre côté, il est inscrit dans l'histoire. Bien sûr. Puisqu'il y aura une nouvelle... C'est très juste ce que vous disiez sur le fait que voilà, cette histoire-là nous éclairera sur notre manière de... Deviendra un document historique. Oui. Non, moi c'est qu'à l'origine j'avais une autre question. Alors là, oui, ça me fait rebondir. Ouais, si déjà si en fait on a refait les 12 de Michelet, là le seuil sera carrément ravi. Ça sera génial. Et histoire... Non, mais de toute façon, aucun historien ne peut s'imaginer être dans l'historiographie à ce moment-là, où il faudrait vraiment avoir un ego extrêmement développé pour écrire son histoire en se demandant... On sait très bien les reproches que les collègues adressent, ça, il n'y a pas besoin d'être historien, pour savoir comment des collègues... Mais de manière plus sérieuse, sur la vision que ça va nous donner, et c'est là-dessus que j'aimerais, moi, avoir cette fois-ci vraiment...
votre avis. Oui, nous, ça donne une vision de voilà ce qu'est l'histoire en 2023, voilà notre manière de le faire. Moi, ma question, c'est que là, quand on pense, nous, la manière de le faire, ça rejoint quand on lit toute cette œuvre, on va dire. À chaque fois, l'idée que j'en ai, c'est donc un historien, Fred Cooper, et une historienne, Jane Burbank, qui ont fait un livre qui en fait a été fondamental en 1997 sur les empires, et ça a fondé ce qu'on appelle la nouvelle histoire impériale. Et en fait, ils ont juste posé la question la plus basique du monde. Est-ce que le fait d'être colonisé, ça déterminait la journée entière d'un individu ? Et ils ont juste voulu poser cette question en disant, est-ce qu'on n'a pas exagéré ? Ou est-ce qu'on n'a pas mal interprété ? Et ils donnent des analogies. Et ils disent, par exemple, le fait d'être une femme est quelque chose de souvent discriminant dans une société. Et il dit, mais pour autant, est-ce qu'une femme est une femme du lever au coucher ? Est-ce que c'est une domination permanente ? Bien sûr que non. Il est aux États-Unis, fin des années 90. On peut le dire de la même manière pour un ouvrier. On peut le dire de la même manière pour un homme. Un homme n'est pas dominant toute la journée, parce qu'il y a d'autres phases de domination. Et à vous lire, la question que je me pose quand on a vos personnages, justement là dans Samsara, on pourrait se demander cela, en se disant, on n'a pas l'impression que la colonisation est omniprésente. On a souvent, on a des gens, on a des personnages, et moi, curieusement, justement, histoire, littérature, on sait qu'on peut se renvoyer, en fait, nos manières de penser la société, entre guillemets, des autres, mais j'aimerais vous entendre là-dessus sur, cette phrase de dire, mais est-ce que le colonialisme est le fait majoritaire, est le fait social le plus totalisant dans le quotidien des personnages dont vous racontez la vie ? Vous parlez du côté colonisé. Hein. Oui, voilà, oui. Est-ce que leur quotidien, parce finalement, que du côté colonisateur, non. Enfin, non, pas du côté colonisateur, du côté colonisateur. D'ailleurs, je ne sais pas. Il y a certainement, me semble-t-il, davantage d'adhésion à l'Empire britannique de la part des Britanniques que de la part des Français à l'Empire français. Il y a quasiment pas, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, il n'y a quasiment pas de colonies de peuplement. Personne ne veut y aller. Ce sont des repris de justice qu'on envoie, des types qui ont piqué dans la caisse. Enfin, c'est pas alors qu'il y a un honneur de l'Empire britannique, enfin qu'on lit chez Conrad, qu'on lit évidemment Kipling. En France, ça n'est pas le cas. Enfin, vous connaissez la phrase à la Chambre, tout le monde s'élève, les députés eux-mêmes. Plutôt la Corrèze que le Zambèze, c'était ça, parce que en fait ça coûtait très très cher. Enfin, c'est la gauche qui a, enfin pour le Tonkin, c'est Jules Ferry. C'est Jules Ferry, c'est l'école laïque, ce sont les Lumières qui ont imposé la colonisation aux Français qui n'en voulaient pas. Mais du côté des colonisés, évidemment, tout dépend de qui on est et de où on est. Parce que même en Inde, évidemment, la vie de Rabindranath Tagore, c'est un colonisé, Tagore. Mais enfin bon, d'abord il est fait chevalier de l'Empire britannique, et il combat pour l'indépendance. Mais enfin, tout dépend où on se place dans la société. Et puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pour beaucoup d'ailleurs, la vie, elle ne dépasse pas le village ou le canton. Et on n'a même pas connaissance, en fait, de ou vaguement de cette colonisation. Enfin, spécifiquement en Inde, c'est ce que vous rappeliez. Parce qu'en fait, ça me gêne beaucoup, moi, ce mot de colonisation. Je l'emploie moi aussi, quoi. Mais ça recouvre des réalités à ce point diverses. Vous le mentionniez, en Inde, la colonisation fut une inondation. C'est-à-dire que c'est progressivement que le niveau anglais monte, et en laissant affleurer, je ne connaissais pas le chiffre, moi, 562 États princiers indiens qui demeurent quasiment indépendants, enfin qui ont leur armée, qui ont leur organisation économique, politique, etc. Et puis l'ensemble des comptoirs européens. De Gaulle attendra 1962 pour rétrocéder Pondichéry à l'Union indienne après l'indépendance de l'Algérie, après Dien Bien Phu en 54, etc., etc. Donc ça recouvre tellement de réalités diverses suivant les pays colonisateurs. Bon, alors, tout à l'heure, vous disiez, effectivement, il y a une comparaison très facile entre les colonisations britanniques, françaises et allemandes, qui en effet se sont épaulées avant sur les alliances de circonstances. Les Anglais et les Français
participent au sac du Palais d'été conjointement en 1860 à Pékin. D'ailleurs, dans le Shandong, les Français et les Allemands également combattent les Chinois côte à côte. Et puis à côté de ça, il y a Fashoda, comme vous le rappeliez. Il y a Muangsing dans le nord du Laos, où là aussi c'est la compétition folle vers la Chine, de la Grande-Bretagne et de la France. Ce qui fait que le royaume de Siam ne sera jamais colonisé, c'est la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne. On laisse une zone tampon et personne ne s'emparera de ce qui est aujourd'hui la Thaïlande. Donc ça recouvre des réalités tellement diverses, quoi. Là, vous parliez des colonisations chinoises qui sont également différentes. Là, pour le prochain livre, moi, je suis plutôt confronté aux colonisations ottomanes. Alors, j'ai lu le chapitre là où on remet un peu en doute le terme de colonisation ottomane en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Alors après, c'est une question de définition. S'il y a eu tout de même la révolte arabe, c'est qu'ils se considéraient tout de même colonisés, sinon ils ne se seraient pas retournés contre l'Empire ottoman. Et puis les Arabes eux-mêmes ont eu des colonies. Le sultan Ad-Doman a colonisé Zanzibar, et même cette petite colonie du Gwadar au Belouchistan, puisqu'il en était question. Et là, la fin des colonisations, parfois c'est curieux, hein, cette colonie, elle a tout simplement été vendue quelques millions de dollars au Pakistan après la création du Pakistan. Donc ça recouvre des réalités à ce point diverses qu'il est très très difficile de vous répondre. Est-ce que les Baloutches du Gwadar se considéraient tout du matin au soir des colons des Omanais ? Je ne sais pas, ils ont fourni les mercenaires. C'est un peu l'équivalent des janissaires, quoi. C'est-à-dire que l'armée omanaise, puisque ça c'est le principe même, c'est que généralement les sultans ne souhaitent pas avoir une garde prétorienne issue de leur propre peuple. Généralement, on fait toujours venir des mercenaires plus grands, plus forts et venant de plus loin, quoi. Et donc, je suis incapable de répondre à cette question. Oui, ou conquête, oui. Non, mais moi, c'est ça, justement, juste pour eux, c'est ça que je trouve... c'est que, justement, en fait, je crois qu'il n'y a pas à répondre à cette question. Parce qu'en fait, cette question, ça rejoignait la très bonne question que la jeune fille qui était là tout à l'heure posait sur comment on fait pour reconnaître un discours quand c'est biaisé ou autre. Parce qu'en fait, c'est un discours monolithique. Et en fait, un discours monolithique, ça ne peut jamais révéler le quotidien de quelqu'un, puisque on est plusieurs personnes. Enfin, c'est-à-dire qu'on est selon nos activités, etc., etc. Des fois, là aujourd'hui, là c'est nous qui sommes ici, c'est vous qui êtes là. Mais je veux dire, si demain il y en a parmi un d'entre vous qui est un contrôleur de TGV et que c'est moi qui n'ai pas mon billet, on inverse le rôle, etc. Mais les colonisés, c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense pour essayer d'étudier plus concrètement, et d'où le pluriel de notre colonisation. Parce qu'en fait, la colonisation ne veut pas dire la même chose selon les lieux, mais même selon les personnes, selon les contextes. En fait, tout va être fonction de contexte. Et comme vous le disiez, du contexte aussi dans lesquels chacun se trouve. Parce que les colonisés ne se ressemblent pas plus que tous les colonisateurs ne se ressemblent. Non, mais heureusement, parce qu'en plus, l'intérêt pour la littérature en tout cas, et c'est bien pour ça, même si c'est sans fiction, que je veux que soit écrit le mot roman sur la couverture, c'est l'extraordinaire liberté individuelle d'entreprendre. Ça peut paraître paradoxal s'agissant de coloniser, mais il n'empêche que ce Pandurang Rantroye qui fuit, à 20 ans, il fuit l'Inde pour devenir révolutionnaire professionnel. Et donc il y a cette capacité, enfin vous parliez tout à l'heure d'Algériens, de Féraoun, et que ce qui est intéressant, c'est la vie des hommes et des femmes. C'est la façon, c'est assez long, généralement, une vie d'hommes et de femmes. Ça n'en finit pas. Et donc, au cours de cette vie, il y a aussi une évolution, il y a la possibilité de prendre des décisions, et on est responsable d'être un héros ou un salaud. On a cette possibilité, où qu'on soit. Mais c'est ce que vous disiez avec cette... je ne sais plus quel terme vous utilisiez, un anglicisme pour cette... L'agency, voilà. L'agency pour la capacité d'action. Justement, j'aimerais revenir sur toujours sur la comparaison littérature et histoire. On a parlé de l'objectivité, on a parlé de la démarche
historienne et de votre démarche d'enquête aussi en tant que romancier. Peut-être sur la mise en récit dont vous parliez tout à l'heure. J'étais frappé que le terme de langue revient à plusieurs reprises dans votre bouche pour dire la littérature. Pour la définir, vous dites la langue. Alors que nous, historiens, historiennes, chercheurs en sciences sociales, on aura tendance à parler non pas de langue, quasiment jamais, je m'avance pas trop, mais plutôt de mise en récit. Et c'est là où il y a un point de jonction avec les écrivains et les romanciers, c'est la mise en récit, pas tellement la langue. Alors ça mériterait qu'on en reparle, mais disons que c'est explicitement, si vous voulez, le point de jonction entre nos deux univers. Et sur cette question de la mise en récit, moi je serais curieux de savoir quelle est la place que vous accordez à l'imagination. Parce qu'on a bien compris que c'est un roman vrai, tout est documenté et ça se voit. Évidemment, il n'y a pas les mêmes formes d'administration de la preuve. C'est-à-dire que vous n'allez pas nous expliquer dans les notes infrapaginales à chaque fois que tout cela vient d'un livre, d'une thèse, d'une rencontre, d'une enquête, etc., d'un dialogue. Mais la question qui se pose pour moi, c'est la place de l'imagination dans la mesure où l'historienne et l'historien mobilisent tout autant l'imagination. Et l'imagination, on la mobilise au moins de 3 manières. En partant du principe que la connaissance historique, c'est un savoir troué, qui est une connaissance qui est indirecte, puisque en fait, aucun d'entre nous n'a, sauf quand on fait de l'histoire du temps présent, aucun d'entre nous n'a connu les femmes et les hommes du passé que nous étudions. Donc c'est forcément indirect, et là, il y a un point commun entre nous. C'est une connaissance qui est indiciaire, parce que nous travaillons comme vous sur des traces, des documents, des archives, des sources, des mémoires, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et puis, c'est une connaissance qui est conjecturale. Et là, je crois que là aussi, c'est quelque chose que nous avons en commun, puisque nous ne pouvons déployer cette pensée et mettre cette histoire, ce passé en récit, qu'à partir de conjectures, c'est-à-dire d'hypothèses. Et là, l'imagination est centrale pour formuler des hypothèses. C'est-à-dire, quel est le rôle de Pandurang dans cette histoire, quel aurait pu être le destin de l'Inde s'il avait... Enfin, peu importe, il y a évidemment d'innombrables... Et d'ailleurs, vous mobilisez le raisonnement contrefactuel au moins à une reprise de manière explicite, où vous prolongez la réflexion. Donc, en fait, quelle est la place de l'imagination ? C'est une question qui est un peu un truisme quand on s'adresse à un romancier. Mais comment est-ce que vous la mobilisez dans votre écriture ? Oui, sans fiction, ça ne veut pas dire sans imagination, évidemment. Sans fiction, cela veut dire que dans ces livres, je ne décris pas un lieu que je n'ai pas vu, toutes les dates sont vérifiables, tous les événements sont vérifiables, attestés, etc. Ça, c'est la partie non-fiction. Et je n'invente pas de personnages. Et je déteste le terme romancé. Voilà, s'il y a un mot que je déteste, donc ça n'est pas romancé. Il n'y a rien de romancé. Je suis incapable de placer dans la bouche ou le cerveau de quelqu'un une phrase dont je n'ai pas la preuve qu'il l'ait pensée ou écrite. À chaque fois qu'il y a une phrase entre guillemets, j'ai la preuve qu'elle a été écrite, pensée, etc. Je serais incapable d'écrire virgule pensa-t-il, quoi. Et évidemment, un historien non plus. Ça, au moins, c'est quelque chose de, au moins, c'est quelque chose de commun. Mais par contre, l'imagination, c'est évidemment la lecture et la mise en connexion de ces vies, de ces lieux, de ces événements, où là, il s'agit d'un travail intellectuel de recul devant une réalité dont on pense à juste titre qu'elle est véritable, puisque des historiens ont travaillé auparavant, ou que les livres ont été écrits. Mais il y a bien évidemment un travail d'imagination, ou de mise en image d'ailleurs, voilà, puisque c'est le principe. Quant à la différence, ces termes de récit et de langue, là par contre c'est une différence. Je ne veux pas que ce soit écrit récit sur la couverture, mais roman, parce qu'il s'agit d'une œuvre d'art. C'est peut-être très prétentieux, mais il s'agit d'une activité artistique qui peut ressortir d'une activité davantage comparable à la musique, à la peinture,
qu'au travail scientifique de l'historien. Et donc ça c'est la différence. C'est justement ce goût de la langue, pas du récit, mais de la langue. C'est de la beauté de la phrase. Et bon, il se trouve qu'une même réalité, de toute façon, mais ça, les historiens y sont confrontés aussi bien que les microphysiciens. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine échelle, on modifie à ce point ce qu'on observe qu'on ne pourrait pas décrire ce qu'on observe si on n'observait pas. Et donc là, c'est différent avec le travail scientifique de l'historien, mais néanmoins, justement, contrairement à Fénelon, on travaille dans une langue, et qu'une langue, ça n'est pas rien, qu'il y a la conjugaison des verbes, mais c'est très important pour les historiens, parce que c'est ce qui classe justement le temps, et que dans une autre langue, ça donne quelque chose de complètement différent. Et la langue, c'est mon violon, quoi. Voilà, c'est bien plus que le récit. Et sinon, pour en finir avec cette histoire d'imagination, l'avantage que j'ai, n'écrivant pas de fiction, c'est que je n'ai pas à être crédible. Parce que je crois que inventer un personnage comme Pandurang Khanroy, d'abord un éditeur aurait refusé le nom, parce que c'est mauvais pour les radios infernales, personne n'arrive à le prononcer, hein, tu appelles-le autrement. Et d'autre part, sa vie est à ce point romanesque et incroyable qu'on aurait dit non mais attends, ton indien, mais évidemment, mais ton indien, et alors à la fin il fait la guerre, il fait la guerre, donc il commence à se former militairement au Japon avec les exilés chinois, et il rencontre Sun Yat-sen au Japon, le futur premier président de la République de Chine. Ensuite il part en Californie, il est l'un des fondateurs du Ghadar Movement. Ensuite donc il s'engage, à la différence de Gandhi qui ne veut pas profiter des malheurs de l'Angleterre. Il gagne New York, puis Istanbul, qui était encore Constantinople, pour rencontrer Enver Pacha, ministre de la guerre. Et donc il va faire toute la Première Guerre mondiale. Il va combattre auprès des Allemands en Perse, avec l'idée de voilà, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc grâce aux Allemands, nous allons envahir le Balouchistan, puis l'Inde par le Pendjab. Les Allemands sont battus, ça n'est pas un scoop, en 18, mais donc il parvient à regagner Berlin, et à Berlin, il réanime les débris du Ghadar Movement, et il va rencontrer Lénine à Moscou pour essayer d'avoir des roubles pour relancer le truc, et finalement il se retrouve, et alors là par contre, pas d'imagination, ni moi, ni sa fille, ni personne ne sait comment il est passé de Berlin à Mexico. Ben moi j'écris que je ne le sais pas, tout simplement, je n'ai pas inventé. Personne ne sait comment il a repris son nom véritable, et on le retrouve à Mexico, agronome, et il devient, voilà, partout dans les journaux, il fait des découvertes agronomiques importantes, etc. Et là un éditeur dirait, bon ça suffit là, Deville. Alors pour apporter de l'eau à ce moulin de la différence entre vos regards, toi, tu ne cites pas tes sources. On imagine que les sources, il y en a beaucoup. Par contre, tu cites... regarde personne. Tu cites... Voilà. Non, mais tu cites les ouvrages, tu cites les ouvrages que tu cites. Oui, bien sûr. Et ces ouvrages sont porteurs... Ces ouvrages sont porteurs de langue. Hein. C'est-à-dire, ce sont des ouvrages que tu cites. C'est le Mahabharata, Pierre Loti, c'est Léon Tolstoï, c'est George Orwell, c'est Virginia Woolf, ou c'est Tagore. Voilà, et on voit bien que là, c'est la langue qui compte, et pas tellement la source. La source, comme tu dis, ça ne regarde personne. Et puis je voudrais peut-être juste dire aussi que finalement, le narrateur, il est présent, c'est toi, et tu es traversé par ça. D'une certaine façon, contrairement à la position de l'historien, toi, tu es un peu colonisé, d'une certaine manière, par l'histoire que tu donnes à lire. Et je pensais, depuis tout à l'heure, tu as un ami très cher depuis longtemps qui est Olivier Rollin, et Olivier Rollin avait publié un livre qui s'appelle L'Invention du monde, dont on peut dire que d'une certaine façon, il y a un peu le même esprit que dans Abracadabra, c'est-à-dire comment on se laisse traverser par l'histoire des autres. Oui, L'Invention du monde, c'était le dernier livre moderne. Après, il y a eu les livres post-modernes, parce qu'en fait, ce travail absolument considérable qu'il a fait, collecter les journaux du monde entier le même jour, un 21 mars. Moi, c'est le 21 février. Je travaille beaucoup avec la presse écrite, malheureusement, dans les quelques langues que je sais. Mais enfin, la lecture des journaux est l'une de mes activités principales.
Et sinon, le fait que je sois... C'était... Bon, ce qui m'intéresse aussi dans ces livres... Oui, non, mais c'est toi qui utilises ça, mais oui. Non, ce qui m'intéresse aussi dans ces livres, c'est de pouvoir jouer avec des genres littéraires très différents d'un chapitre à un autre. Donc il y a de la biographie, il y a du récit politique, il y a du récit de voyage, il y a de l'essai historique, voilà. Il y a des vies, il y a et puis il y a de l'autobiographie, puisque j'écris ma vie tous les 2 ans. Et comme ça fait 25 ans que j'ai commencé ce projet, mais ça, je savais dès le départ que le vieillissement du narrateur est intéressant littérairement. Pas intéressant pour moi, mais c'est inévitable, mais le vieillissement, parce que c'est le même narrateur, c'est le même homme, quoi, qui est trentenaire avec les sandinistes, qui est sexagénaire en Inde. Et donc sur tous ces lieux de la planète. Enfin, on voit que le nombre d'étoiles des hôtels s'accroît au fur et à mesure. Ah oui, mais c'est... Non, je parlais des conditions de production, c'est important de le dire quand même. Oui, mais quand vous aurez mis mon bandeau, notre nouveau roman national sur Paf. Bon, on va peut-être laisser la salle poser des questions. Voilà, on vous écoute. Il y a ici des lecteurs de Patrick Deville, sûrement aussi peut-être de Samsara. Je vais revenir à une phrase du début où vous avez dit « c'est le livre qui commande ». Et je pense que c'est la grande différence entre vous et eux. C'est-à-dire, il y a création, vous avez dit œuvre d'art, et moi je dirais le livre commande et vous échappe. C'est-à-dire, à un certain moment, vous ne le maîtrisez pas, il y a l'œuvre, et vous êtes loin derrière. Vous n'êtes même plus important du tout. C'est le livre qui est important. Alors que pour nos 2 garçons, là, ils travaillent, ils maîtrisent, ils contrôlent, ça ne leur échappe pas. Non, mais c'est exactement, c'est le mot que j'aurais dû utiliser, parce que ces livres, ce sont des étapes successives. Et pendant tout un moment qui est très long, puisque ce sont des allers-retours entre ce que les journalistes appellent le terrain et la bibliothèque, qui pour moi est aussi souvent en France. Donc ce sont des années de recherche, et puis ensuite d'entretien. Je sollicite des entretiens, je fais des enregistrements, je me déplace, je décris, etc. Et donc au bout de quelques années, ça pourrait donner lieu à un essai, voilà, avec ce matériau. Et que ça ne devient de la littérature que lorsque ça échappe. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, d'abord, je les écris très vite, et de la première phrase à la dernière phrase. Je les écris généralement en 2-3 mois, de la première à la dernière phrase, après des années de préparation. Et là, c'est sous les doigts, effectivement, que quelque chose échappe. Et si tout va bien, ça devient de la littérature lorsque ça échappe. Et lorsque c'est le livre. Vous savez, il y a un moment toujours un peu délicat pour moi, après la sortie du livre, quand je n'ai pas prévenu ceux qui sont dedans. Et donc, quelquefois, voilà, je le fais, et quelquefois, je ne le fais pas. Et donc là, il y a 2 personnages que je viens de rencontrer très récemment. L'immunologue indien Srinivas Venkatesh Kaveri, avec qui j'ai eu ces conversations à New Delhi. Je ne lui ai pas dit qu'il serait dans le livre. Alors en même temps, je connais maintenant, et le seuil vérifie, il n'y a pas d'atteinte à la vie privée, enfin ouais, service juridique, machin, etc. Et puis l'autre, c'est l'indianiste Samuel Berthet qui m'avait accueilli chez lui. Je l'ai rencontré il y a 48 heures. Voilà, mais il ne savait pas non plus. Je lui ai offert il y a 48 heures. Voilà. Oui, voilà, on s'est vu à Paris il y a 2 jours. Mais donc, à l'inverse, il y a un médecin du Kerala, de Tiruvananthapuram, qui m'avait contacté quand il avait appris que j'étais là, dans cette ville, et lui avait utilisé en anglais peste et choléra dans sa thèse d'histoire de la médecine. Et même, il était allé à Nha Trang et à Dalat, qui est dans votre livre, la chasse au tigre. Voilà un chapitre que j'ai lu. Ça m'intéresse, la chasse au tigre. Et donc, lui, j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit dans le livre. Parce que nous avions eu également des conversations intéressantes, etc. Eh bien, le livre n'en a pas voulu. Voilà, on peut essayer 1 fois, 2 fois, et on voit bien que ça va pas. Et ben voilà, on enlève, c'est tout, quoi. Voilà.
je voudrais juste avant que Guillaume ne réponde, vous dire que moi j'ai lu, évidemment même 2 fois le livre de Patrick, et j'ai lu cette semaine la première partie de ce livre collectif. Ce livre collectif, il faut dire, peut-être que ça ne leur échappe pas, mais nous, de toute façon, on peut le transformer en littérature. C'est-à-dire que la lecture que j'ai eue in extenso de cette première partie, elle est, de par la diversité des locuteurs, des écritures et des historiens, et des choses dites, on le transforme en littérature. Et c'est un livre formidable. Et tout à l'heure, j'avais envie de dire, ce livre, il est aussi c'est le même piège qu'une très bonne librairie. J'en connais une. C'est-à-dire que, voilà, c'est formidable. Voilà. Et c'est de la littérature. Non, mais il s'agit pas de savoir si c'est mieux, si c'est moins bien, etc. C'est pas la même activité. Et puis il faut lire de l'histoire, il faut lire de la littérature, et puis il faut écouter de la musique, et pas de musicien là. Mais voilà. Non, mais moi, j'allais dire, dans ce que vous dites, je trouve ça hyper intéressant, mais j'ai quand même envie de vous répondre pas d'accord. Vous voyez là sur le comptoir, là, quand il y a, tu me diras Pierre si je te prête une idée qui n'est pas la tienne, il y a 2 livres qu'on a fait respectivement, lui et moi, dirigé, toi, Empires coloniaux, et moi, Décolonisation, histoire située d'Afrique et d'Asie, 19e, 21e siècle. Ce livre-là, je pense pareil pour toi, ce livre-là, clairement, il m'a pas échappé. Il m'a pas échappé parce qu'il n'est pas lu. Il m'a pas échappé parce que, attention, ça a fait un carton, hein. On en est, je pense, à 400, 500 exemplaires vendus. Attention, il fait... En vrai, s'il a été écrit gros, il ferait 1000 pages. Il est écrit petit, c'est un point seuil, du coup, il fait 450 pages. Lui, il m'a pas échappé. Il m'a pas échappé parce que les quelques collègues qui en ont parlé, c'est des collègues c'est pour eux qu'il est écrit. Et il écrit pour des étudiants, en fait. En revanche, le livre qui vient de nous échapper il y a 1 mois, c'est Colonisation de notre histoire. Il vient de nous échapper tout simplement parce qu'il est commenté dans des arènes qui ne sont pas les nôtres. Ça veut dire que depuis le 15 septembre où il est sorti, nos collègues vont nous critiquer parce qu'ils vont dire « mais dis donc, il n'y a pas de note de bas de page. Il n'y a pas toutes les sources. C'est de la science, ça. » Je caricature parce que ça, c'est quelques collègues. Et il y a les 250 collègues qui sont dedans. Bon. Mais puis aussi, il va être débattu. Et puis, il fait débat. Là, Pierre, je ne sais pas, en 1 mois, mais Télérama, Nouvelle Obs, etc. Et à partir du moment où il y a des débats et où chacun s'en empare, nous, on le fait pour qu'il nous échappe. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est qu'en fait... Et moi, je pense qu'il faut reprofessionnaliser l'histoire. Quand on parle de Michelet, etc., pour moi, si l'histoire de la colonisation n'est pas connue, c'est pas de la faute d'un public qui serait ignorant, c'est de la faute des historiens qui se sont enfermés dans leur propre tour d'ivoire, qui sauraient dire « Ah non, à moi, c'est note de bas de page, et j'insiste, et j'en veux 12 par page. » Bien sûr que la note de bas de page, c'est le contrat de confiance entre l'historien et le lecteur. Mais en soi, un éditeur on peut très bien les mettre autrement, etc. Mais j'allais vous dire, voilà, et je crois que c'est l'effort qu'on a voulu faire, c'est qu'à partir du moment où on ne veut pas parler uniquement à celles et ceux qui sont déjà au courant de cette histoire, on laisse le livre s'échapper. Et pour des historiens, c'est hyper difficile parce que nous, ça nous terrifie. Ouais, parce que nous, normalement, on regarde dans des revues. Tiens, est-ce qu'il y a eu un compte-rendu ? Ah tiens, tel collègue, c'est vrai qu'il a bien vu qu'à la page 432, j'avais pas mis cette référence. Mais sauf que là, maintenant, c'est des médias qui parlent de nous. Ou des gens, mais on le fait pour ça. On le fait pour ça, mais avec une petite boule au ventre, en disant que certains bouquins ne nous échappent pas, mais celui-ci, et c'était très flatteur ce que vous disiez, s'il ressemble à de la littérature, et c'est ce qu'on a vraiment voulu faire, mais parce qu'on a voulu qu'il ressemble à de la littérature, on ose espérer, et en même temps on ose avoir peur qu'il nous échappe. C'est pas tellement qu'il ressemble, c'est que le lecteur peut en faire de la... Voilà, oui, exactement. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Patrick ? Non. Autre question ou réaction Bonsoir. Bon, moi j'avoue, je découvre maintenant vos œuvres à tous les 3. C'est vrai, je viens juste d'être mis au courant de cette conférence par mon professeur d'histoire si présent. Et voilà, je suis étudiant en classe préparatoire BL. Et donc, au vu de ce que vous racontiez, des connaissances que vous exposiez, etc., je me demandais, en particulier pour vous, monsieur, quel parcours vous avez pu vous amener à constituer cet amas de connaissances ? Comment est-ce que vous avez pu
mener cet ensemble de recherches? Est-ce que vous avez suivi un cursus peut-être académique? Est-ce que c'est une connaissance qui s'est développée avec le temps seulement par le fruit de vos recherches? Et peut-être, je voulais vous poser aussi vous la même question, parce qu'au final, vous produisez 2 œuvres différentes. Est-ce que c'est le fruit peut-être d'un cursus différent? Je pense qu'ils ont des diplômes. Tu peux dire un peu plus longuement, quand même. Non, simplement, oui, puisque vous êtes étudiant, d'abord, ce qui compte, c'est la curiosité d'enfant. Il ne faut jamais lâcher. J'ai la curiosité que j'avais lorsque j'avais 4 ans, 5 ans. Voilà. C'est-à-dire, je veux aller absolument partout sur la planète, je veux tout voir, je veux tout lire, je veux aller partout, etc. Enfin, même si je sais que c'est peine perdue, mais lorsque j'entends le nom d'une ville où je ne suis pas allé, mais même à l'âge que j'ai, et d'autant plus à l'âge que j'ai, ça me met dans une rage folle. Et donc voilà, il y a des milliards de livres. Enfin, c'est la curiosité, quoi, simplement, sans cesse. Mais j'avais calculé, dans Tabac, c'est le français. J'ai tourné en France au volant pendant 2 ans. Et je continue voilà, quand j'entends le nom d'un village en France où je ne suis pas allé, c'est une torture, quoi. Et donc j'avais calculé, il y avait à ce moment-là, il y en a un peu moins parce qu'il y a des regroupements, vous savez, de communautés de communes maintenant. Mais ça, ce livre a paru en 17, il y avait 36 500 communes à peu près. Donc si on divise par 365, c'est-à-dire que visiter une commune française par jour pendant 1 siècle, ça ne suffisait pas à épuiser. Donc voilà, c'est peine perdue, sans parler de la planète. Là, c'est 12 lieues du monde. Enfin, je passe mon temps à faire des tours du monde, à aller partout, etc. Donc c'est simplement cette curiosité. Mais par contre, oui, j'ai fait un peu. Mais justement, moi, j'ai étudié la philosophie, parce que la philosophie, c'est aucune spécialité. Il y a la philosophie de l'histoire, il y a la philosophie politique, il y a la philosophie des sciences, l'épistémologie des sciences exactes, voilà. Et si j'ai étudié la philosophie, c'est parce que ça me permettait de ne me spécialiser en rien du tout. Voilà. Je suis très heureux qu'il y ait des spécialistes. En neurochirurgie, par exemple, je préfère que ça ne repose pas que sur la curiosité, quoi. Oui, on fait un petit tour de table. C'est un peu les écrivains anonymes ou les écrivants anonymes pour certains. Je pense qu'il y a encore un point commun là parmi nous, c'est la curiosité dont vous parliez. C'est-à-dire, moi, quand vous posiez cette question, je repensais au fond à moi, enfant, et qui en fait était obsédé par la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire avec mes stylos et mes feutres, de retranscrire sur une feuille A4 le monde social, ou le monde, quoi. Voilà. Donc à travers des dessins à ce moment-là, et donc je me souviens très bien que je dessinais des espèces de petites miniatures, voilà. Et cette obsession, je l'ai conservée, alors à travers ce dont on a parlé aujourd'hui, l'histoire globale, l'histoire mondiale, peu importe, mais en fait, ensuite, il y a un deuxième truc, et vraiment, j'essaie de vous répondre à vous, là, en ce moment, depuis le lieu où vous parlez, c'est-à-dire, au fond, c'est là, c'est le début de vos études supérieures, dites supérieures. Ensuite, moi, je suis à la fois je suis un pur produit de l'école et un traumatisé de l'école, c'est-à-dire que je me souviens très vite, en fait, il y a cette phrase de Foucault, je crois que c'est dans son histoire de la, alors, je ne sais pas si c'est de la folie, ça doit être l'histoire de la folie, mais il nous explique qu'en fait, je l'ai fait courte, hein, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on contrôle les énoncés. Les autorités religieuses, politiques, etc., contrôlent ce qu'on dit. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi, et notamment concernant Dieu, le roi, etc. Et puis à partir du XVIIIe siècle, ça change, et on ne contrôle plus les énoncés, on contrôle les énonciateurs, les locuteurs, ceux qui parlent. Et en fait, donc, vous ne pouvez pas dire la même chose lorsque vous êtes un amateur, lorsque vous êtes un professionnel. Vous n'avez pas accès aux mêmes choses. Vous n'avez pas bon. Et ça, c'est pour ça que je vous disais que j'étais à la fois, ça m'a construit et ça m'a aussi traumatisé. Et donc d'où en fait cette obsession de traduire cette curiosité dans une carrière académique pour que ça soit entendu. Alors c'est totalement comment dire, c'est illusoire parce qu'en fait
évidemment, les enseignants, vous voyez bien, les enseignants dans leur classe, ils s'adressent à 20 personnes. Combien de personnes vous touchez réellement? Et puis plus largement ensuite, voilà, à travers nos livres, tu en parlais. Bon. Mais il y a quand même cette idée de stratégiquement choisir, alors parce que je n'étais pas capable, évidemment, la voix du roman ou d'autres voix, mais je pense que nous parlons là, en l'occurrence, de la même chose. Pas de la même manière, mais de la même chose, et qu'il y a cette même curiosité à l'origine. Et donc, il y a évidemment des choses qui s'imposent, et puis il y a aussi des stratégies. Et là, je pense qu'il y a une stratégie, c'est-à-dire à travers quel métier je vais réaliser ce projet-là, quoi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des films, de la musique. Moi, j'hésite à vous répondre en vous mentant. Moi, honnêtement, je n'étais pas curieux. Je peux pas dire ça. Là, tu mens ou pas? Non, là, je vous mens pas. Du coup, non, je vous fais la réponse honnête. Moi, je n'étais pas curieux. Pour vous dire à quel point je suis pas curieux, je n'étais pas curieux. Et selon les critères de l'école, j'étais même un peu con. Ma compagne qui est dans la salle, elle m'a parlé de Guernica en montrant le tableau. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais 28 ans. Hein. Ah ben oui, pour un prof à la fac, c'est impossible. Donc, j'étais pas curieux. Mais par contre, il y a 2 choses qui me plaisaient. C'était la nature. Et donc, je passais mon temps à aller randonner. Et je voulais même faire guide de randonnée. J'ai réussi les premières épreuves. J'ai loupé l'orientation. Du coup, j'ai fait une maîtrise sur l'histoire des parcs nationaux français en me disant comment je ferais de la rando. Et la deuxième chose qui m'intéressait à comprendre, c'était le pouvoir. Parce que si je connais pas Guernica, c'est pas juste parce que... Mais c'est parce que moi, je viens pas... Contrairement à la majorité, on va dire, des universitaires, moi, j'ai grandi dans des HLM parisiens avec une mère veuve, assistante sociale. Moi, pendant mes études, j'étais brancardier, maçon, serveur, déménageur, enquêteur téléphonique, libraire, etc. Moi, j'ai passé mes études à avoir des collègues qui disent redonner une voix à tous ceux qui n'en ont pas, alors qu'en vrai, c'est des mandarins finis qui auraient rêvé d'avoir eu ma vie. Mais et du coup, j'ai voulu comprendre les relations de pouvoir. C'est pour ça que je me suis mis à faire de l'histoire environnementale, pour comprendre que la nature, en faisant ça, j'ai compris que la nature n'était pas ce qu'on croyait, qu'en fait, protéger la nature, c'était exercer le pouvoir. Et puis, du coup, je me suis mis à étudier la nature, mais avec cette même curiosité. Moi, la curiosité est venue. Moi, la curiosité, elle est venue quand j'avais la vingtaine. Et j'ai voyagé. Moi, après mon master, je savais même pas ce qu'était une classe prépa quand j'étais au lycée. Après mon master, je savais même pas ce qu'était l'agrégation. J'ai pris 1 an sabbatique. J'ai fait brancardier pendant 4 mois. Et ensuite, avec ma copine de l'époque, on est parti sac sur le dos en Éthiopie pendant 1 an. On a fait Yémen, Éthiopie, etc. Et après, je me suis dit, effectivement, il faudrait que je fasse une thèse, effectivement, il faudrait que je passe le CAPES d'abord. Et là, j'ai rejoint le système. Bon, après ces témoignages, je crois que nous allons lire Samsara, lire Colonisation, notre histoire, et puis, après les séances de dédicaces, on ira dîner peut-être, parce qu'il sera bientôt 20h30. Et voilà. Merci vraiment à tous pour votre présence. Patrick Deville est un grand voyageur, un esprit cosmopolite. Il dirige la Maison des écrivains étrangers et traducteurs, MEET, de Saint-Nazaire et la revue du même nom. Né en 1957, il est l'auteur d'une 12aine de romans, dont le très remarqué Peste et choléra, paru au Seuil en 2014. Samsara est lui-même paru au Seuil en 2023. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche. Réalisation, enregistrement et mise en onde de cette rencontre, Radio avec l'aimable collaboration de Radio Plus et Radio Terre.